Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Welcome again to this afternoon session. Ms. Nauri, you may continue your opening statement, please. Merci Madame le Président. Alors un mot sur le fonctionnement interne à l'OCRB depuis mars 2013. Il convient de rappeler qu'au tout début de la mise en place du pouvoir de transition, quasiment tous les FACA ou policiers avaient fui et que le manque d'effectifs était prégnant. L'OCRB est en sous-effectif. C'est la raison pour laquelle la position du gouvernement de transition était que même si des policiers titulaires reprennent le travail, les autres éléments volontaires présents devaient rester en renfort dans le cadre du renforcement. C'est notamment ce qu'explique P10-19. Par conséquent, les personnes intervenant à l'OCRB, sous la direction de Mazingué, n'étaient pas des sélékas, mais des volontaires qui l'assistaient dans une situation de chaos et de banditisme qui ne cessait de croître. P10-19 explique d'ailleurs que les sélékas sont rentrés en mars et que le gouvernement avait envoyé 500 de ces, entre guillemets, sélékas à la police pour la formation et 500 à la gendarmerie. Parce que les deux structures, la gendarmerie et la police, étaient en manque de personnel. Et donc il fallait soutenir ces deux structures. P10-19 explique qu'il s'agit d'une situation extraordinaire et donc il fallait bien combler le vide. Et c'est cette situation qui crée au sein de l'OCRB un énorme capharnaüm dans lequel il est impossible d'établir qui serait en charge. Sans structure hiérarchique claire, il y a tout simplement des individus qui posent des actes dans le cadre de la lutte contre le banditisme. D'ailleurs, le témoin abandonné 234, P234, un sachant, dit clairement « Vous me demandez qui était à la tête de l'OCRB ?» C'est difficile à dire, comme ça changeait tout le temps. En plus du problème de fonctionnement structurel, il est important de noter que malgré les faibles moyens à la disposition de l'OCRB et le chaos ambiant, les membres présents à l'OCRB ont collaboré avec le procureur de la République et que les arrestations et les détentions faisaient l'objet d'un contrôle judiciaire. Plusieurs mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de civils et de personnes affiliées à la Séléka. Et un procès a été ouvert à l'encontre de 24 détenus, membres de la Séléka, qui étaient accusés notamment de pillage, destruction de biens, troubles à l'ordre public et d'actes commis pendant les meurtres à Boyrab du 20 août 2013. P2239 déclare d'ailleurs « La plupart des autres prisonniers étaient tous des jeunes délinquants de la Séléka, accusés de cambriolage, trafic de stupéfiants et vol.
1885, un témoin non retenu par l'accusation indique que, et je cite, « les Séléka qui commettaient des crimes étaient menés à l'OCRB et qu'en cas d'arrestation d'un membre de la Séléka, on le conduisait à la SRI ou à l'OCRB. Il y avait des policiers, des gendarmes dans ces locaux. La population locale nous appelait pour nous signaler des crimes. » P2563, quant à lui, explique, en réponse à la question, « Pouvez-vous nous donner un exemple du type d'infraction que les Séléka devaient commettre pour se retrouver emprisonnés à l'OCRB, si vous en avez ?» La plupart du temps, ils prenaient les affaires des gens, ils prenaient de la drogue et buvaient de l'alcool. Conclusion, c'est qu'il est donc difficile de comprendre sur quoi l'accusation se fonde pour considérer que l'OCRB serait une base Séléka, alors qu'il s'agit d'un lieu où des délinquants et des criminels, se prévalant de la Séléka, sont incarcérés. Étrange base de la Séléka qui a pour fonction d'emprisonner des ex-Séléka ou des pillards se revendiquant Séléka et de les soumettre à une procédure judiciaire normale puisqu'ils sont présentés au procureur de la République. L'accusation sous couvert d'expressions génériques telles que Séléka ne peut contourner la réalité qui est qu'elle n'existe pas entre mars et septembre 2013 en tant que groupe armé organisé capable de mener des opérations militaires. D'ailleurs, P234, témoin abandonné par l'accusation, dit la chose suivante. Ce sachant dit, vous me demandez d'élaborer sur la chaîne de commandement de la Séléka ? Ça me fait rire. Quelle chaîne de commandement ? Je dois vous référer à De Todja pour lui demander de clarifier cela. Il y avait plusieurs nationalités dans les Séléka, comme des Tchadiens, les Soudanais, etc. Chacun de ces commandants avait ses hommes. On peut parler d'une dérégulation de la chaîne de commandement. Puisque l'accusation n'a pas réussi à établir l'existence d'un groupe armé organisé, ni l'existence d'un gouvernement Séléka, ni même l'existence d'un gouvernement complètement opérationnel, et qu'il ressort que lors de la période des charges, il y a un gouvernement d'union nationale qui tente de fonctionner malgré un contexte sécuritaire extrêmement complexe, dans lequel se mélangent différents types de banditisme, toute allégation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité tombe. Au sujet maintenant de cette qualification juridique de la situation prévalant en RCA entre mars et septembre 2013. D'abord, le conflit armé non international, le CANI. L'accusation continue d'affirmer qu'il y aurait un CANI qui aurait débuté en décembre 2012 et qui se serait poursuivi de manière ininterrompue pendant toute la période allant au moins jusqu'au 10 janvier 2014, entre ce qu'elle appelle d'une part la Séléka et de l'autre part les pro-bosisés reconstitués en anti-Balaka. C'est les paragraphes 9 et 10 du mémoire. Or, nous l'avons dit, l'argumentation de l'accusation n'est pas plus convaincante aujourd'hui qu'elle ne l'était lors de l'audience de confirmation des charges. L'accusation s'obstine à présenter des allégations qui ne sont en réalité pas soutenues par ses propres éléments de preuve. Et la position de l'accusation sur cette question est tellement intenable que le mémoire de l'accusation lui-même démontre à sa simple lecture qu'avant au mieux septembre 2013, toute discussion sur l'existence même d'un CANI n'a aucun fondement factuel. Prenons un exemple. Le paragraphe 32. L'accusation affirme, et je cite, « Dans les 6 mois qui ont suivi l'éviction de Bozizé,
les anti-Balaka ont mené toujours plus d'attaques coordonnées contre la Séléka. Entre parenthèses, et les membres musulmans de la population civile, dans l'ouest de la RCA, jusqu'à l'assaut de Bangui le 5 décembre 2013. Au soutien de cet argument, l'accusation renvoie aux paragraphes 40, 41, 48 et 49 de son mémoire. Or, elle analyse, aux notes de bas de page, 40, 41, 48 et 49 de son mémoire. Or, après analyse, il apparaît qu'aucun de ces paragraphes n'évoque l'existence des prétendues attaques coordonnées contre la Séléka. Dans les 6 mois ayant suivi l'éviction de Bozizé, soit entre le 24 mars et septembre 2013. Le paragraphe 40 Le paragraphe 40 du mémoire de l'accusation indique que, dans un premier temps, jusqu'à la chute de Bangui le 24 mars 2013, les FACA ont été contraintes à la défensive face à l'avancée de la Séléka. Ce paragraphe porte à l'évidence sur la période du 24 mars et ne vient absolument pas au soutien de ce qu'affirme l'accusation. Paragraphe 41. L'accusation affirme que, je cite, « Par la suite, la réorganisation des forces pro-Bozizé, comprenant certains éléments des FACA, restés fidèles à Bozizé, a permis à celle-ci de mener des attaques coordonnées dans la seconde moitié de 2013. Elles ont notamment lancé une roquette sur l'Assemblée nationale à Bangui, dans le but de perturber la deuxième cérémonie d'investiture de Dotodja, le 18 août 2013. Déjà, on note ici le saut temporel de l'accusation, qui passe directement de la seconde moitié de 2013, sans donner le moindre élément sur la période de mars à août 2013. Surtout, l'on se rend aisément compte à la lecture du mémoire qu'en réalité le seul exemple qu'a l'accusation avant septembre 2013 est l'incident allégué contre l'Assemblée nationale en août 2013. Un incident sur lequel l'accusation n'apporte aucun élément issu d'une enquête indépendante sur ses auteurs, son organisation ou son déroulé. Un incident pour lequel il ressort clairement de la preuve du procureur qu'il implique en réalité quelques anciens FACA qui n'auraient pas quitté Bangui en mars 2013 et se seraient cachés à Boyrab. Un incident à l'évidence isolé qui ne peut décemment être pris comme la preuve de l'existence d'un conflit armé, certainement pas entre mars et septembre 2013. Le paragraphe 48. L'accusation indique que, à partir de septembre 2013, les groupes anti-Balaka ont commencé à prendre part à des combats plus intenses contre la Séléka dans l'ouest de la RCA. Nous sommes à présent, dans les mots mêmes de l'accusation, en septembre 2013. Toujours rien sur la période de mars à septembre. Enfin, le paragraphe 49. L'accusation affirme que, et je cite, « L'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui n'a pas été un succès immédiat, mais elle a déclenché des semaines de violence d'une intensité grandissante. » Là encore, toujours rien sur la période de mars à septembre 2013. Ainsi, le mémoire de l'accusation lui-même ne soutient pas l'affirmation de l'accusation selon laquelle il se serait passé quoi que ce soit de pertinent entre mars et septembre 2013. En définitive, l'accusation elle-même borne par ses propres affirmations la période dans laquelle il est tout simplement impossible de factuellement parler de Kani. Le seul exemple d'attaque
qu'elle attribue à la coalition Seleka est la prise de Bangui en mars 2013, dont nous avons déjà vu qu'elle n'était en réalité pas organisée. Puis plus rien. Ensuite, les éléments de l'accusation sur les anti-Balaka ne font état d'événements qui pourraient avoir la moindre pertinence qu'à partir de septembre 2013. Sûrement bien consciente de la faiblesse de son argumentation et de la déconnexion complète de sa position avec la réalité qui prévalait sur le terrain, l'accusation tente d'évacuer la difficulté du champ temporel dès les premiers paragraphes de son mémoire, puisqu'elle commence par expliquer pourquoi le rapport des Nations Unies, ou plus exactement de la Commission d'enquête internationale sur la République centrafricaine de l'ONU, ayant conclu qu'il n'y avait pas de CANI entre mars et septembre 2013, serait erroné. Dans ce rapport, les experts de l'ONU, après une analyse factuelle minutieuse de la situation, estimaient que, et je cite, « le niveau des hostilités entre mars 2013 jusqu'à début décembre n'a pas atteint le niveau requis pour conclure qu'un conflit armé existait. » L'accusation présente ce rapport comme s'il s'agit d'un document ou d'une position isolée, oubliant de préciser que la conclusion juridique de la Commission se fonde notamment sur une analyse des déclarations du CICR. En effet, le rapport de l'ONU souligne un changement de qualification juridique de la situation en RCA opéré par le CICR entre 2012 et 2013. En 2012, un CANI avait été identifié, alors qu'en 2013, le CICR n'identifie aucun conflit armé et évoque désormais la présence en RCA, non pas de combattants, mais de, et je le dis en anglais puisque le rapport est en anglais, de weapon bearers, que le CICR invite à respecter leurs obligations en matière de droits de l'homme, ne mentionnant donc pas l'existence d'obligations en matière de droit international humanitaire, ce qui aurait été le cas s'il y avait eu un CANI. L'accusation cite le rapport selon lequel les analyses futures fondées sur des récits plus détaillés de tous les nombreux événements survenus dans ce cadre temporel pourraient mener à une autre conclusion. C'est la note de bas de page 32, paragraphe 13 de son mémoire. Mais la réalité, c'est que personne n'a changé d'avis. Et c'est bien normal puisque ce n'est pas la réalité. L'accusation aujourd'hui ne suit pas les conseils de l'ONU et tente, malgré tout, dans son mémoire, d'affirmer qu'il y a eu, en 2013, un CANI, de manière complètement déconnectée de la réalité, des faits, et que personne, ni ONU, ni CICR, ni ONG, ni spécialiste du droit international humanitaire ne vient soutenir. L'accusation omet d'indiquer, aujourd'hui, que sa position n'est, à la connaissance de la défense, soutenue par aucune autre source qu'elle n'a pu identifier. Ainsi, en plus du rapport des Nations Unies, du CICR, qui contredisent la position de l'accusation. Les professeurs Casey Malsen et Haynes écrivent en 2018 dans la Hague Law, pardon, je change de langue, je vais l'indiquer puisque le titre officiel est en anglais, écrivent en anglais
Hague Law interpreted the conduct of hostilities under the law of armed conflict, fin de la citation, qu'il existe fort doute qu'il existait en RCA un conflit armé après mars 2013. Nous sommes en 2018. Toujours en 2018, Tillman Rodenhauser, dans, en anglais, Organizing Rebellion, en 2018, reprend à son compte les conclusions de la Commission d'enquête des Nations Unies. Le rapport sur la guerre annuelle de 2013, publié par l'Université d'Oxford, l'une des références en la matière, indique que la violence armée en RCA depuis avril 2013 ne constitue pas un conflit armé, conformément au droit international, comme les groupes impliqués ne remplissaient pas le critère de l'organisation. Anissa Bellal, qui avait été conseillère juridique auprès du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, écrit en 2014 qu'avec la disparition effective de l'une des deux parties au conflit, le droit international humanitaire a cessé de s'appliquer en RCA à partir du 25 mars. Et c'est issu du titre anglais Central African Republic, From Conflict to Chaos and Back Again. Point d'interrogation. Le rapport d'IPIS, auquel le procureur renvoie à plusieurs reprises dans son mémoire, confirme que, je cite, autour de août 2013, le premier de ces groupes se sont reformés, attaquant la Seleka dans ou autour de Bossangoa et Buka en septembre. Dans le rapport de la Commission d'enquête des Nations Unies de 2014, il est mentionné que, et je cite, « Les premières traces des anti-Balaka ont été vues dans la ville de Bossangoa en septembre 2013. Mais c'est uniquement le 5 décembre 2013, quand ils ont attaqué Banqui, que les anti-Balaka ont démontré qu'ils avaient la capacité de mener une attaque militaire. » Page 286 du rapport. Enfin, le rapport de mapping de l'ONU, de près de 400 pages, daté de 2017, et rédigé par la MINUSCA, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles en conflit, portant sur une période allant de 2003 à 2015, fait systématiquement apparaître qu'il n'y a aucune activité notable des soi-disant anti-Balaka avant septembre 2013. Et surtout, ce rapport conclut qu'entre mars et septembre 2013, la Seleka ne faisait pas face à une opposition militaire coordonnée, rendant ainsi improbable l'existence d'un conflit armé pendant cette période. Et c'est la pièce CAR OTP 2055 1987, page 22-32. Où sont ces éléments? Sont-ils adressés dans le mémoire de l'accusation? Ils ne le sont nulle part. L'accusation s'obstine à uniquement critiquer le rapport de la commission d'enquête de l'ONU de 2014. Elle fait semblant que plus personne ne s'est intéressé à la question depuis, ce qui parachève le déni de réalité de l'accusation sur cette question. Un dernier point, Madame le Président, Madame, Monsieur les juges. Dans son mémoire de première instance, l'accusation affirme que, et je cite,
À l'époque des faits, Saïd avait connaissance des circonstances de faits établissant l'existence du conflit armé. Paragraphe 51. Sur ce point précis, il convient de rappeler que la connaissance au sens de l'article 30-2 du statut, doit être déterminée au moment des faits. Au moment des faits. Autrement dit, pour que l'élément psychologique, à savoir la connaissance, soit établi, il faut nécessairement que la personne concernée ait eu connaissance des faits ou de la situation au moment de leur commission ou de son existence. Dès lors, pour établir la connaissance de M. Saïd des circonstances de faits établissant l'existence d'un conflit armé, faut-il encore démontrer que M. Saïd en avait la connaissance pendant la période concernée par le prétendu conflit armé. Or, en 2013, comme nous venons de le démontrer, l'existence d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international en RCA n'est aucunement établie. Au contraire, les différents rapports démontrent que l'existence d'un conflit armé était largement discutée, même réfutée à l'époque des faits. Cette position a d'ailleurs persisté pendant longtemps, au point que jusqu'à aujourd'hui, l'accusation est incapable de présenter le moindre élément montrant que quiconque, ONU, ONG, spécialiste du droit international humanitaire, ait considéré qu'il existait un CANI en 2013 en RCA. En 2013. Comment donc M. Saïd aurait-il pu avoir connaissance de l'existence alléguée d'un conflit armé non international, alors même que des acteurs comme l'ONU et le CICR, dont les chercheurs sont constamment mobilisés sur ce sujet, n'en avaient eux-mêmes pas la connaissance? Ainsi, il est évident que M. Saïd ne pouvait pas avoir la connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé, comme le prétend l'accusation. En tout état de cause, l'accusation, qui d'ailleurs expédie le sujet en n'y consacrant qu'un seul paragraphe, ne démontre absolument pas la connaissance qu'aurait pu avoir M. Saïd de la prétendue situation de conflit armé au moment des faits, en 2013. L'accusation affirme que, et je cite, « tout au long de cette période, les activités des forces pro-Bozizé / anti-Balaka et les échanges de tirs ont été largement rapportés dans les articles de presse et des émissions de radio auxquelles Saïd avait accès. » Paragraphe 51. Au-delà du fait que l'argument de l'accusation semble suggérer qu'elle considère que la teneur d'un article de presse, source pourtant d'une valeur probante limitée dans le cadre d'une procédure pénale internationale, devrait être crue sur parole par son lecteur, ce qui pose des questions sur l'approche générale de l'accusation vis-à-vis de sa preuve. Une analyse des références en note de bas de page montre, une fois encore, que les articles de presse mentionnés ne soutiennent pas l'affirmation d'accusation. Puisque l'accusation renvoie en note de bas de page à des articles de presse et des émissions de radio qui ne sont en soi pas pertinents ou qui sont, ici encore, datés de la seconde moitié de 2013. À titre d'exemple, l'une des pièces. CAR OTP-2001-4146. Il s'agit d'une interview de François Bozizé, hébergé par la France en août 2013, qui contredit les affirmations de l'accusation.
Ainsi, il est mentionné dans cet article que François Bozizé, je cite, « sait qu'il ne bénéficie pour l'instant d'aucune base de départ dans la région ». Page 41-47. Ce qui contredit l'idée d'une quelconque organisation des anti-Balaka. Par ailleurs, François Bozizé, à la question posée, et je cite, « Comptez-vous reprendre les armes, lancer une guérilla ?» répond, « Je ne m'interdis rien, mais ce n'est pas d'actualité. » Difficile dans ces conditions d'imputer à un lecteur de cet article la moindre connaissance de l'existence d'un CANI en RCA à cette époque. La boucle est bouclée, Madame le Président, Madame, Monsieur les juges. Quel que soit l'angle que l'on prend, et malgré tous ces efforts, l'accusation n'a tout simplement rien à vous présenter et ne pourra rien vous présenter au cours du procès permettant de démontrer l'existence d'un CANI en RCA entre mars et septembre 2013. Il nous reste à voir la question du crime contre l'humanité et celle de la responsabilité. Pour ces deux derniers points, je laisse la parole au professeur Jacobs pour finir nos discours d'ouverture. Merci, Madame le Président. Thank you very much, Ms. Naoui. Mr. Jacobs, please. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, comme nous venons de le démontrer, l'accusation est incapable de démontrer l'existence de l'élément contextuel des crimes de guerre. Principalement parce qu'elle est incapable de démontrer que ce qu'elle appelle la Seleka pourrait constituer un groupe suffisamment structuré, organisé et hiérarchisé au sens de l'article 8 du statut. Les arguments de l'accusation portant sur l'élément contextuel des crimes contre l'humanité échouent pour exactement les mêmes raisons. En effet, le procureur a l'obligation de démontrer, conformément à l'article 7.2 du statut de Rome, l'existence d'une politique d'un État ou d'une organisation. Et force est de constater, et nous le constaterons tout au long du procès, que le procureur ne le démontre jamais. Il apparaîtra au cours du procès que cette faillite démonstrative, comme partout ailleurs, est tant narrative que probatoire. La faillite de l'accusation sera donc tant narrative, au niveau du narratif, qu'au niveau de sa preuve. Et je vais aborder ces deux questions maintenant. Tout d'abord, d'un point de vue narratif. Comme nous l'avons démontré, la Seleka n'a jamais existé comme une entité homogène. Ni avant l'arrivée à Bangui, ni après. À cette époque, la coalition déjà hétérogène et peu organisée, qui était entrée dans Bangui, dans le seul but de faire tomber le gouvernement antidémocratique du président Bozizé, s'est complètement fragmentée et dissoute dans des groupuscules en lutte d'influence
en lutte d'influence permanente et surtout mue par une volonté de récolter les fruits pécuniers de la prise de Bangui. Comme mentionné précédemment, mais c'est une question clé, j'y reviens, l'ONU résume parfaitement bien cette atmosphère de chaos généralisé. L'ONU rappelle que la Séléka s'est révélée comme étant plus une composition de blocs en recherche de leur intérêt individuel, essayant de trouver des ressources personnelles plutôt qu'un gouvernement avec un agenda politique clair. La Séléka demeure une entité non homogène, avec des soldats qui prennent des instructions de leurs propres commandants. Et la mission ajoute qu'elle n'a pu obtenir une liste de déploiement qui articule le fonctionnement des structures de la Séléka et l'établissement d'un commandement et d'un contrôle. Dans ces circonstances, force est de constater qu'évoquer une politique décidée par la Séléka n'a pas grand sens. Et qu'à l'aune de la réalité qui prévalait à cette époque, toutes les affirmations de l'accusation portant sur cette politique prennent un sens complètement différent. Et il convient que nous constations ici, et que nous constaterons pendant le procès, la réalité que l'accusation refuse de voir. Les événements dont elle parle, et pour autant qu'ils soient établis, relèvent d'une criminalité ordinaire, marquée par des pillages, dans le cadre d'une désorganisation complète et d'anarchie généralisée. Confronté au fait que ces pillages constituent l'essentiel de l'activité d'individus difficiles à contrôler et que le moteur de ces individus est l'appât du gain et non une quelconque politique générale, l'accusation continue là encore à être dans le déni de la réalité. Et plutôt que d'en tirer les conséquences logiques qui s'imposent et reconnaître le caractère de criminalité ordinaire de ce qu'il se passe, l'accusation persiste en essayant coûte que coûte de faire correspondre, de faire rentrer cette réalité dans son fantasme d'une politique générale et structurée. Comment ? En essayant de transformer ces pillages, pratique qui n'est, rappelons-le, pas visée par le statut de Rome, en crimes internationaux. Et l'accusation tente de faire ça au paragraphe 57 de son mémoire. Le procureur veut donc absolument transformer son dossier, qui expose en creux la criminalité de droit commun rampante en République centrafricaine à cette époque, en un dossier de crimes internationaux. Mais ce n'est pas la fonction de la Cour pénale internationale de s'intéresser à la criminalité de droit commun. Les événements à Boïrab de 2013, dont parle l'accusation, s'inscrivent dans cette logique de pillage et de criminalité ordinaire. Ce qui ressort de l'analyse de la preuve du procureur, ce sont des pillages à des fins personnelles et des actes de violence aléatoires. Les témoins du procureur décrivent comment les pilleurs ont emporté des objets, des matelas, des télés, des chaises, du bétail, des frigos. Le fait est que ces pillages à des fins personnelles constituaient le cœur de l'activité des personnes en question et répondaient à une volonté de satisfaire
à une volonté de gain personnel sans découler d'une quelconque politique ou d'instruction. Au contraire, la preuve de l'accusation démontre que ces personnes n'obéissaient pas aux ordres, même venant de ceux que l'accusation présente comme étant les chefs. Par exemple, P851 dira, et je cite, « Lorsque nous sommes arrivés chez moi, les Sélékas nous ont pointés avec leurs armes en demandant qui nous étions. Noureddin Adam s'est présenté à eux, mais ils n'ont pas arrêté de piller. Noureddin Adam leur a dit « Arrêtez de piller ». Noureddin Adam leur a dit « Ne pillez pas la résidence ». Les éléments Sélékas qui étaient en train de piller ma résidence semblaient être des éléments d'autres factions ou groupes de la Séléka. Ce mouvement était en effet hétéroclite. Fin de citation. Ce témoignage est éclairant, ce qui explique peut-être pourquoi l'accusation n'appelle pas ce témoin. Autre exemple illustrant cette réalité. P1970 évoque un Séléka qui, je cite, « a été tué par un autre Séléka avec qui il se disputait des objets pillés ». Fin de citation. On voit bien ici le caractère complètement désorganisé et chaotique des actions commises, au point que les soi-disant Sélékas s'entretuaient entre eux pour des objets pillés. Où est la politique? Où est l'organisation dans ça? L'accusation, qui refuse de voir la réalité de la criminalité de droit commun rampante, n'est pas plus convaincante sur l'existence d'une soi-disant politique visant des partisans du président Bozizé. Dans le cadre de cette discussion relative aux éléments contextuels, l'accusation énonce les personnes qui, selon elle, auraient été prises pour cible par la dite Séléka, à savoir les chrétiens, les membres des ethniques Baya, Manja et Banda, les habitants de certains quartiers de Bangui, les personnes qui exerçaient certaines professions considérées comme favorables à François Bozizé, tels que les membres de FACA, les membres de l'ancienne garde présidentielle de François Bozizé et les personnes qui leur étaient proches, et enfin, les fonctionnaires qui avaient été employés par le gouvernement de François Bozizé. Pourtant, à la lecture du mémoire de l'accusation, l'on peut constater que sa démarche comporte de nombreux biais méthodologiques qui ont pour conséquence qu'en réalité, l'accusation ne démontre jamais l'existence d'une politique qui aurait visé les personnes susmentionnées. Premièrement, la démarche de l'accusation souffre de ce qu'on appelle un biais de sélection des exemples qu'elle donne. Un biais qui est fondé sur un présupposé, toujours le même, l'existence d'une politique. L'accusation pose comme un acquis l'existence de la politique et choisit ses exemples sur cette base. En effet, parce que l'accusation est partie du présupposé qu'il existait une politique, elle n'a sélectionné que des exemples portant sur des personnes qui se considèrent victimes de cette politique, qui permettrait de valider à rebours l'existence de la politique. Une fois que l'existence de la politique est présupposée, l'accusation choisit des victimes qui sont uniquement des groupes, il faut le dire clairement. Elle choisit uniquement des personnes qui viennent des groupes chrétiens, Baya, etc. Elle ne se concentre que sur ces victimes-là, pour ensuite pouvoir dire, regardez, toutes les victimes sont de ces groupes. On voit bien le problème, là.
Le problème ici, c'est qu'en procédant ainsi, l'accusation tente d'exclure sciemment tout ce qui n'irait pas dans le sens de son narratif. D'ailleurs, illustrant ce procédé, l'accusation ne donne jamais à la Chambre et aux parties la moindre indication chiffrée sur les activités de police à Bangui sur toute la période. Or, sans ces informations, l'on ne peut tout simplement pas démontrer que les incidents allégués ne seraient pas isolés ou feraient partie d'une politique. Dans le même sens, l'accusation n'a fait aucun effort au cours de ses enquêtes pour obtenir, par exemple, le moindre chiffre sur la population carcérale de l'OCRB pendant toute la période des charges. Là encore, sans chiffre de la population carcérale à l'OCRB, comment même peut-on commencer à affirmer qu'il y aurait un plan visant les personnes dans les incidents allégués? Comment affirmer que ces incidents ne seraient pas isolés? Il manque une partie de la démonstration, factuellement. C'est un problème rédhibitoire originel dans la démonstration de l'accusation. J'insiste, c'est un problème originel, c'est un point de départ qui manque dans la démonstration de l'accusation. Et à l'heure d'aujourd'hui, en l'état du dossier de l'accusation, ce problème ne pourra pas être résolu. Nous n'avons pas les chiffres, nous n'avons pas les données utiles. Donc il est tout simplement impossible sur cette base d'affirmer qu'il y aurait une politique. D'autant plus que, comme nous en avons parlé tout à l'heure, nous avons des témoins qui indiquent que la population carcérale de l'OCRB était composée de délinquants de droit commun et surtout de personnes se revendiquant de la Séléka commettant des pillages et des actes de criminalité de droit commun. Les failles de l'approche de l'accusation sur ce point sont non seulement méthodologiques, mais aussi factuelles. En effet, si l'on met ensemble toutes les populations qui, d'après l'accusation, auraient été ciblées, cela recouvre la grande majorité de la population centrafricaine. Puisqu'il y a 90% de chrétiens en République centrafricaine, et que les 3 ethnies évoquées par l'accusation dans son mémoire constitue près de 75% de la population centrafricaine. En d'autres termes, cela veut dire que statistiquement, si une personne décède à Bangui, quelle qu'en soit la raison, il y a de grandes chances qu'elle fasse partie de l'un des groupes dont parle l'accusation. En clair, le fait que des victimes alléguées feraient partie d'un de ces groupes ne démontre statistiquement rien sur l'existence d'une politique visant ces groupes. Dernier biais méthodologique, dernier biais dans la démonstration de l'accusation, ce sont les sauts logiques qui sont opérés par l'accusation. En effet, même si l'on devait accepter, pour les besoins de la discussion, certaines déclarations de témoins qui affirment qu'au cours des pillages, certains pilleurs ont évoqué leur soi-disant allégeance à François Bozizé, cela ne démontre toujours pas l'existence d'une politique. C'est à l'accusation de démontrer que ces incidents isolés ne sont pas le fruit d'une animosité personnelle.
Il y a là un zoologie qui ne peut être accepté dans le cadre d'une procédure judiciaire de la part de l'accusation sur qui repose la charge de la preuve de démontrer les charges. Encore une fois, il y a là un saut logique. C'est à l'accusation de démontrer que dans chaque cas, ce n'est pas une animosité personnelle qui anime les pilleurs. Le seul endroit dans le mémoire où l'on pourrait penser que l'accusation allait donner des éléments permettant de démontrer concrètement l'existence d'une politique, et la section où est annoncé que la Séléka a annoncé ouvertement sa politique consistant à prendre pour cible les partisans présumés de Bozizé. Paragraphe 91 du mémoire. Passons ici sur l'utilisation, encore une fois générique, du terme de Séléka. Que constate-t-on à la lecture des exemples donnés par l'accusation en note de bas de page et dans son texte, qu'il s'agit là encore de cas isolés et individuels où des témoins du procureur allaient qu'on leur aurait reproché d'être des partisans de François Bozizé. Là encore, c'est logique. Ces cas-là ne démontrent aucune politique. Toujours dans cette section, l'accusation affirme au paragraphe 93 que Adam et Jotoja ont également prononcé des allocutions à la radio. Allocutions lors desquelles ils ont mentionné Boyrab et ses résidents d'une manière qui a suscité la panique chez ces derniers. Au sujet d'attaques imminentes. C'est le paragraphe 93 du mémoire. À la lecture de cette phrase, on s'attend à ce que l'accusation renvoie à ces supposés discours, qu'elle les fournisse, qu'on puisse les analyser, comprendre ces discours. Mais ce n'est pas le cas. Le procureur renvoie au témoignage, en note de bas de page, d'un unique témoin, pas deux, un témoin, qui affirme avoir entendu un discours à la radio et qui présente à l'accusation sa propre perception du discours. Un discours, c'est a speech en anglais, pardon. Je précise pour que l'interprétation soit claire. Donc on s'attendrait à ce que l'accusation présente à la Chambre ses allocutions, ses discours, pour que l'on puisse les discuter, pour qu'on puisse les analyser. Mais il n'y a qu'un seul témoin. Et on en reste avec cette perception subjective du témoin et pas plus loin. Où sont donc ces discours? Nous ne le savons pas. Où sont au final les allocutions publiques dont parle l'accusation? Nulle part dans le dossier. Comment l'accusation peut-elle formuler une allégation si générique sur l'existence au pluriel d'allocutions publiques sur la base d'un unique témoignage, sans qu'apparemment le moindre effort n'ait été fait pour vérifier les dires du témoin? Cet exemple est encore une fois une parfaite illustration que la faiblesse de la preuve dans ce dossier est en réalité la conséquence d'une méthodologie d'enquête défaillante qui consiste à systématiquement croire les témoins sur parole. Pardon, juste pour être clair que l'interprétation soit précise, je vais répéter la dernière phrase.
Cet exemple que je viens de donner est une illustration parfaite que la faiblesse de la preuve dans ce dossier est en réalité la conséquence d'une enquête défaillante, au cours de laquelle l'accusation a systématiquement cru ses témoins sur parole sans procéder à des vérifications. Donc, l'on peut constater que le procureur, une fois encore, n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations et qu'en définitive, il n'a pas démontré l'existence d'une quelconque politique. La faillite de l'accusation est ensuite probatoire. En effet, à l'analyse des éléments de preuve apportés par l'accusation dans cette partie de son mémoire sur l'élément contextuel des crimes contre l'humanité, à l'analyse des éléments de preuve apportés par l'accusation au soutien de sa démonstration relative à l'élément contextuel des crimes contre l'humanité, on a rapidement l'impression que l'accusation a cru pouvoir se contenter d'une preuve encore plus faible qu'ailleurs dans son dossier, si cela était possible. Pourtant, l'accusation est tenue de démontrer l'existence de l'élément contextuel au même standard, au-delà de tout doute raisonnable, que tous les autres éléments constituant les charges. Ce n'est pas parce qu'il s'agirait d'éléments contextuels que l'accusation aurait la possibilité d'être plus vague, moins précise, ou de s'appuyer sur des éléments de plus faible valeur. Dans ce contexte, il est frappant de constater que l'accusation se réfère, toujours dans cette partie, abondamment à quelques rapports d'ONG, de la FIDH, de l'IPIS, de documents de l'ONU, de Human Rights Watch, qui sont cités des dizaines de fois. Or, un rapport d'ONG ou de l'ONU n'a nécessairement une valeur probante faible, puisque ces rapports sont généralement fondés sur des oui-dire anonymes, et donc invérifiables par les parties et par la Chambre. Des rapports qui ne peuvent logiquement fonder une quelconque corroboration. En effet, comment l'accusation peut-elle affirmer qu'il y aurait corroboration lorsqu'elle ne peut même pas affirmer qu'elle a deux sources ? L'accusation, dans cette partie, se fonde, comme tout au long de son dossier, aussi massivement sur des oui-dire anonymes pour chacun des incidents discutés. J'ai mentionné ce matin l'exemple de l'incident du minibus, fondé sur 8 témoins, tous relatant des oui-dire. Mais l'exercice pourrait être fait pour les autres incidents apportés par l'accusation au soutien de l'élément contextuel. Enfin, suivant le même procédé qu'ailleurs, l'accusation essaie de soustraire sa preuve au débat contradictoire, puisque la plupart des témoins sur lesquels l'accusation se repose pour l'élément contextuel ne seraient pas appelés à témoigner. À titre d'exemple, concernant les événements concernant le 7e arrondissement de Bangui, le 13 avril 2013, l'accusation se repose sur 6 témoins, mais ne compte n'en appeler qu'un en audience. Et cette démarche est d'autant plus étonnante que ce seul témoin, P0312, déclare être resté chez lui pendant les événements allégués.
À ce stade de la démonstration, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, il ressort clairement que se sont effondrés les deux piliers sur lesquels se repose le dossier de l'accusation. Les allégations de crimes de guerre comme les allégations de crimes contre l'humanité. En effet, l'accusation est incapable de démontrer ni l'existence d'un conflit armé à caractère non international, ni l'existence d'une quelconque politique d'un État ou d'une organisation. Dans ces circonstances, comme un effet domino, il est normal que s'écroulent à leur tour naturellement les allégations du procureur visant M. Saïd. En particulier, l'on peut noter l'absence de la moindre démonstration concernant l'existence d'un soi-disant plan commun, élément pourtant central du mode de responsabilité sous l'article 25.3a. Ainsi, l'accusation affirme que, au paragraphe 329 de son mémoire, cet accord peut être déduit de la commission des crimes, des actions des co-auteurs, notamment celles de Saïd, et du comportement ultérieur des co-auteurs au CEDAD, notamment Adam, Tahir et Damboucha, à savoir la poursuite du même modèle de comportement criminel, mais de manière plus clandestine, en recouvrant la tête des détenus pour les désorienter. Fin de citation. Plusieurs remarques rapides. Premièrement, en invitant les juges à déduire le soi-disant plan commun de la commission alléguée des crimes, ce qui est légèrement circulaire, vous en conviendrez, l'accusation concède en réalité n'avoir aucune preuve directe de l'existence de ce soi-disant plan commun. L'accusation en est réduite à demander à la Chambre de déduire l'existence du plan à partir d'éléments de preuve circonstanciels. Il est important de bien saisir ce que cela signifie. Il n'existerait, selon l'accusation, aucune preuve directe d'un plan commun qui aurait été mis en œuvre par plusieurs soi-disant dirigeants Séléka de Oran, alors que l'accusation enquête depuis 8 ans dans la situation CAR 2, qu'elle a interrogé de nombreux témoins, dont certains qu'elle a décidé de ne pas retenir, qu'elle a obtenu la coopération régulière des autorités centrafricaines, l'accusation n'a tout simplement trouvé aucune preuve de ce qu'elle allègue, ce qui fait porter une ombre sur la solidité de son cas dans son ensemble. À propos de la démarche qui consisterait pour les juges à devoir faire des déductions à partir d'éléments de preuve circonstancielles, il est intéressant de rappeler la position du juge Eboe Osuji dans l'affaire Ruto, qui notait que la présomption d'innocence devait jouer un rôle de protection contre toute déduction au détriment de l'accusé, encore plus lorsqu'il s'agit de se fonder sur de la preuve circonstancielle. Deuxième remarque, l'incapacité de l'accusation à démontrer quoi que ce soit ressort par exemple du paragraphe 326 du mémoire de l'accusation. Et je cite, « Il ressort des éléments de preuve que Saïd et Adam, Tahir, Damboucha, Yahya, Noiro, Saleh, Rakis, Al-Bachar, ainsi que d'autres Séléka, non nommés, de l'OCRB, qui ont réalisé les éléments matériels des crimes reprochés, partageaient un plan commun ou un accord commun
en vue de prendre pour cible des partisans présumés de Bozizé dans Bangui, en commettant à l'OCRB les crimes reprochés au chef 1 à 7 et, ce faisant, ont apporté une contribution essentielle au plan commun. L'on voit bien ici le caractère complètement circulaire de la démonstration de l'accusation. Parce qu'il y aurait des crimes allégués, il y aurait plan commun, qui aurait pour conséquence la commission des crimes, ce qui constituerait une contribution au plan commun, qui aurait eu pour conséquence la commission des crimes, qui démontrerait l'existence du plan commun, et je m'arrête là, ainsi de suite, sans que l'accusation ne démontre en réalité quoi que ce soit. Troisièmement, la référence au comportement ultérieur des co-auteurs au CEDAD. Cette référence vise à réintroduire des arguments liés aux faits allégués s'étant déroulés au CEDAD, alors que la chambre préliminaire a conclu que l'accusation n'a pas prouvé qu'il existait un lien entre M. Saïd et le CEDAD. Dans la décision de confirmation des charges, la chambre préliminaire concluait que l'accusation n'avait démontré le moindre lien entre M. Saïd et le CEDAD, qu'il s'agisse des faits qui s'y seraient produits, de l'organisation du CEDAD, et a donc infirmé toutes les charges relatives au CEDAD. Il n'y a aucune mention du CEDAD dans la partie opérative de la décision de confirmation des charges, et notamment aucune mention en lien avec les crimes contre l'humanité ou la responsabilité. Logiquement, s'il n'existe pas de lien entre M. Saïd et le CEDAD, comment l'accusation peut-elle faire référence à celui-ci dans le but de prouver un plan dont M. Saïd aurait été un co-auteur? Ça n'a pas de sens. Comment le comportement allégué de certains individus au CEDAD pourrait-il avoir la moindre pertinence pour démontrer un quelconque plan commun à l'OCRB? Puisqu'encore une fois, la chambre préliminaire a conclu clairement qu'il n'y avait aucun lien entre M. Saïd et le CEDAD. En définitive, l'accusation ne peut donc démontrer de plan commun, parce qu'il n'en existe tout simplement pas un. Comme nous l'avons vu, dans un contexte de désorganisation de l'État, l'OCRB exerçait, tant bien que mal, ses fonctions de lutte contre le banditisme et la délinquance. Nous vous avons démontré que les personnes détenues, et nous le montrerons tout au long du procès, que les personnes détenues à l'OCRB relevaient d'actes de criminalité de droit commun, et que l'OCRB contribuait, à son niveau, à la lutte contre les pillages commis par d'anciens Séléka dans Bangui. Quant aux allégations de débordement, au-delà d'être fondées sur des éléments de preuve parfois douteux, souvent contradictoires, comme nous allons le voir tout au long du procès, regardons ce que la preuve elle-même dit, même lorsque sont mentionnés des débordements. Il s'agit de cas isolés, des actes opportunistes qui ne suivent aucune logique, qui révèlent un manque absolu de cohérence ou d'organisation, présentant un caractère aléatoire des auteurs allégués, des raisons de ces violences, de la fréquence des violences. Il ressort aussi fréquemment que les motivations des auteurs sont purement pécuniaires. Rien ne démontre que ces actes finalement isolés, si l'on prend en compte toute la période des charges, participent d'une quelconque politique générale. Et c'est parce que ces actes isolés ne participent à l'évidence pas d'une politique générale que le procureur est incapable de démontrer l'existence des éléments constitutifs des modes de responsabilité.
Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, lors de l'audience de confirmation des charges, nous avions cité une phrase bien connue d'Albert Camus. « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde. » Puisque l'accusation n'a pas changé une idée de son narratif, cette citation reste pertinente aujourd'hui. En effet, nous l'avons vu et nous continuerons de le voir pendant tout le procès, le dossier de l'accusation constitue une accumulation d'affirmations qui nomment mal les choses. La Séléka, le gouvernement, la politique, le conflit armé, les crimes de droit commun s'étant produits à Bangui, le rôle et le fonctionnement de l'OCRB, et enfin le rôle de M. Saïd. L'objectif de l'accusation, transformer la nature des événements, transformer la réalité, pour pouvoir transformer ces allégations en crimes internationaux. Vouloir à tout prix, comme le fait l'accusation, faire rentrer cette criminalité de droit commun dans les cases de la justice pénale internationale, c'est non seulement desservir la cause et la nature de la Cour pénale internationale, mais en définitive, et c'est plus grave, nier la réalité de ce que vivent les Centrafricains depuis des décennies dans un contexte de violence coloniale et post-coloniale que nous avons déjà décrit. Au final, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, c'est donc cela le cas de l'accusation. Deux piliers défaillants, l'un narratif, l'autre probatoire, sur lequel il n'est possible de construire quoi que ce soit de solide. Deux piliers défaillants, sans lesquels les allégations de l'accusation se révéleront pour ce qu'elles sont, des supputations non fondées en raison d'une preuve pauvre et non recevable, et d'un narratif qui n'a aucune base dans la réalité de ce qui s'est réellement passé en République centrafricaine à cette époque. Deux piliers défaillants sur lesquels il n'est pas possible de bâtir une quelconque démonstration permettant à l'accusation de remplir son obligation de devoir démontrer les charges au-delà de tout doute raisonnable, ce qui devra naturellement et logiquement conduire, à l'issue du procès, à la reconnaissance de l'innocence de M. Saïd. Je vous remercie. Madame le Président, cela conclut les discours d'ouverture de la défense. Nous vous remercions. Well, thank you very much, Ms. Nauri. Thank you very much, Mr. Jacobs. This brings us to the end of today's session. As you all received our email, we meet here again on Thursday to start with the first prosecution witness. I suppose that's P0547. Can you confirm that, Madam Prosecutor? That's correct, Madam President. Thank you very much. So I'll adjourn this matter till we meet again on Thursday at 9:30 in the morning. The court stands adjourned, please. All rise, we will have